Où est-ce qu'on cherche la vie ? Il faut toujours commencer à chercher près de chez soi. Moi, ça me paraît toujours surprenant. Ce serait quand même facile. 1995, on a la preuve de l'existence des exoplanètes. Est-ce que c'est propice à l'apparition d'une forme de vie ? Alors, on peut se poser la question. Il suffirait qu'on découvre une forme de vie, quelle qu'elle soit, ce serait une révolution à l'image de celle du Big Bang. Jean-Philippe Uzan, vous êtes directeur de recherche au CNRS, un des plus grands spécialistes de la cosmologie. Vous connaissez évidemment le paradoxe de Fermi. Vous en parlez dans votre livre. Tristan, vous êtes capable de nous le résumer en quelques mots, ce paradoxe ? Oui, le paradoxe de Fermi, c'est l'idée qu'il y a une infinité de mondes potentiellement, et que donc il y a forcément, quels que soient les paramètres qu'on applique, des facteurs de probabilité, qu'il y ait de l'eau liquide, qu'ensuite il y ait des molécules, puis etc. Et ça, on peut le paramétriser. Étant donné qu'il y a une infinité de mondes possibles, il devrait y avoir de la vie. Or, on n'a jamais été contacté par une vie extraterrestre. Donc c'est ça le paradoxe de Fermi, c'est de dire comment se fait-il que finalement on soit si seul apparemment dans l'univers alors qu'il devrait y avoir de la vie quelque part ailleurs. Et que répond la cosmologie au paradoxe de Fermi ? Aujourd'hui, l'estimation, plus de 2000 milliards de galaxies, chacune constituée d'étoiles. On sait qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles. Donc c'est un principe de se dire pourquoi juste nous ? Alors là, les avis sont tranchés. C'est-à-dire que dans les collègues, il y a des gens qui vont vous dire c'est une expérience unique. Comme Jean-Pierre Bibring. Jean-Pierre Bibring, par exemple. Et trop de contingence. Voilà, exactement. Et ça, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas la réponse. Pour différentes raisons. C'est qu'on n'a pas de scénario qui nous explique l'origine de la vie sur Terre, première chose. Et deuxièmement, on n'a qu'une seule expérience d'un phénomène vivant, celui qui existe sur Terre, donc on ne sait pas s'il y a des formes de vie radicalement différentes. La nôtre est fondée sur la chimie du carbone et sur des choses qui sont très... Est-ce que c'est la seule possibilité ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? On ne le sait toujours pas. Donc ça met déjà des incertitudes. Pour en revenir au paradoxe de Fermi, moi j'aime bien le replacer dans un cadre un tout petit peu plus historique, parce que pour moi c'est une sorte de conséquence du principe de Copernic en fait. Copernic nous apprend que la Terre n'est pas au centre de l'univers, qu'elle est en mouvement, qu'elle tourne autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Et tout de suite, il y a un personnage génial qui est Giordano Bruno qui se dit « Mais en fait, si on n'est pas au centre de l'univers, et on doit être quelconque, et donc il doit exister des planètes autour d'autres étoiles. » On est 1600, il va être brûlé pour avoir cette idée de dire qu'il existe d'autres planètes, qu'il y a peut-être de la vie sur ces autres planètes, de dire que l'espace est probablement infini. La preuve de l'existence de ces planètes autour d'autres étoiles qu'on appelle les exoplanètes, c'est 1995. Tout le monde pensait qu'il y en avait, mais il a fallu quand même attendre presque 400 ans pour pouvoir en avoir la preuve. Et puis on fait un petit pas de plus dans cette rêverie, et il y a un personnage qui n'est pas un scientifique, qui est Auguste Blanqui, un homme politique. Il est en prison dans le fort du Taureau, dans la baie de Morlaix, parce que voilà, il y a la Commune de Paris, il a beaucoup milité. Et il part de la connaissance de sa vie et il reprend cet argument. Il dit je suis une combinaison d'atomes. D'accord ? À l'époque, on connaissait 70 éléments chimiques. Il dit en fait, quelle est la probabilité que je refasse une combinaison d'atomes qui est exactement la mienne ? C'est très faible. C'est très faible, mais c'est pas zéro. Quelle est la probabilité qu'il y ait la combinaison d'atomes qui nous forme nous trois et ce plateau ? Elle est plus faible, mais elle n'est pas zéro. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il dit la nature va être obligée à un moment donné de répéter cette combinaison d'atomes. Donc quelque part, il existe dans l'univers un autre soleil avec une autre terre, avec nous qui sommes là. Donc c'est l'éternité par les astres. Et les astres deviennent quelque chose d'émancipateur. Et alors après, il va beaucoup plus loin. Il dit ça veut aussi dire que toutes les histoires possibles. Donc ça, on rentre dans des idées qu'on appellerait aujourd'hui des idées de multivers. Mais il montre que dès qu'on invoque l'infini, on arrive dans des extrapolations qui deviennent complètement renversantes. Et alors lui, après, il utilise ça pour dire, ça veut aussi dire qu'il existe une planète Terre dans un autre système où la révolution de la Commune a réussi. Et à la fin, il dit, mais en fait, moi, ça m'embête cette idée parce que dans un tel univers, il n'y a pas de progrès. Donc on voit qu'on n'est plus dans un débat scientifique, mais un débat plutôt, de nouveau, philosophique. Mais ça veut aussi dire que si l'univers est très grand, il y a de fortes probabilités qu'il y ait d'autres êtres vivants. Donc ce paradoxe de Fermi est un vrai paradoxe, sauf que moi, je pense que ce n'est pas vraiment un paradoxe. Ce paradoxe de Fermi, on n'est pas en train de parler de la vie en général. On est en train de parler d'une vie évoluée. Si on n'a pas été contacté avec une technologie, donc des sociétés qui ont évolué.
on pourrait se poser la question de savoir c'est quoi la durée de vie d'une société évoluée ? 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans. Allez, je vous le fais à 100 000 ans pour être... Je vous le fais à 100 000 ans. C'est optimiste. C'est optimiste. Je fais 100 000 ans sur les 13 milliards d'années de l'univers. Imaginons que les 13 milliards d'années de l'univers, c'est 24 heures. Les 100 millions d'années, on ne va pas faire de calcul, mais en gros, c'est ça. Et puis, au moment où ma civilisation, il y a un moment où elle peut émettre des signaux, où elle peut en capter avec ses télescopes, mais c'est pendant cette durée-là. Si j'ai une civilisation qui est là, je lui envoie des signaux parce que j'ai envoyé des sondes, j'ai envoyé de la lumière. Même si je le capte, le temps que je le renvoie, vous voyez, je ne suis plus là. Et donc, en fait, on peut imaginer l'univers comme une sorte de pop-corn. Il y a une civilisation qui apparaît, qui se développe, il y a des guerres, il y a des machins, il y a tout ce qu'on veut. Elle essaye d'explorer l'univers, elle regarde des civilisations, elles ont déjà disparu, elles faisaient la même chose. Et éventuellement, de temps en temps, il y en a qui sont suffisamment proches et qui vont collaborer, qui vont peut-être faire des guerres, comme c'est le cas sur Terre. Donc c'est aussi les distances dans l'univers, le fait que la vitesse de la lumière est finie et que le temps qu'il faut pour envoyer un signal est très très long. Une civilisation qui serait près du centre galactique, il faut 30 000 ans pour qu'elle nous contacte. J'envoie un signal. Ils le reçoivent dans 30 000 ans. Ils nous répondent avec un peu de chance parce qu'ils l'ont détecté, ils ont compris ce qu'on a raconté. Ils nous répondent, le signal arrive dans 60 000 ans. Ici, il faut que quelqu'un ait gardé la mémoire qu'il y a 30 000 ans, on a envoyé quelque chose qui va nous être répondu dans un langage que l'on ne connaît pas et qu'on ait toujours une société qui soit capable de le recevoir, de le comprendre. Donc en fait, c'est ça la limitation. C'est-à-dire qu'on est peut-être nombreux dans l'univers, mais en fait, moi je pense qu'on est seul dans notre bulle spatio-temporelle d'univers. On va peut-être découvrir de la vie, mais qui soit de la vie souterraine, sous-glaciaire, mais de formes de vie bactérienne ou des sortes de virus ou d'autres formes qu'il est difficile de décrire. Mais de la vie intelligente, je pense que même si elle existe ailleurs dans l'univers, et on ne peut pas dire, c'est un pari de dire ça existe ou ça n'existe pas, il est fort peu probable qu'on ait un contact. Pour les gens que ça intéresse, il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire tous ces petits calculs, oui. Notamment, je crois, Nikos Prantzos de l'IAP oui. À Paris, qui est passionné par le paradoxe de Fermi et l'équation de Drake. Vous avez mentionné l'équation de Drake, vous pouvez juste la définir ? C'est une multiplication de paramètres qui définit quelle est la probabilité qu'il y ait une planète autour d'une étoile qui soit dans la zone habitable, la probabilité qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface, la probabilité qu'il y ait les bonnes molécules à sa surface, les propriétés que ces molécules s'organisent, etc. Donc, Nikos Prantzos qui a fait plein de calculs et qui montre que les hypothèses n'ont pas besoin d'être particulièrement farfelues pour voir qu'on est tout seul, même à l'échelle de notre simple Voie lactée, parce qu'après, quand on en sort, il y a des limitations physiques, on parlait de la vitesse de la lumière, etc., qui font que faudrait invoquer des choses de science-fiction, des trous de verre, des choses comme ça, des capacités à voyager plus vite que la lumière, pour que le paradoxe subsiste. Mais sinon, si on prend juste en compte la vitesse finie de la lumière et la taille de l'univers, le paradoxe s'effondre de lui-même. Mais un truc intéressant pour le paradoxe de Fermi, il suffirait qu'on découvre une forme de vie, quelle qu'elle soit, dans le système solaire. C'est pour ça que c'est aussi important de le chercher, pour que d'un coup, moi je pense que ce serait une révolution à l'image de celle du Big Bang. Mais alors parlons-en de la recherche. Où est-ce qu'on cherche la vie ? On la cherche juste à côté de chez nous, finalement, on la cherche dans notre système solaire. Il faut toujours commencer à chercher près de chez soi. C'est quand même, moi, ça me paraît toujours surprenant. Ce serait quand même facile qu'on trouve de la vie sur une lune, de Saturne, de Jupiter. Exactement. La question, c'est, déjà, il faut se donner une idée, a priori, de qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la vie. Donc vous mentionnez l'eau liquide. Est-ce qu'il faut vraiment de l'eau liquide ? Donc on a défini ce qu'on appelle cette zone habitable, qui va dépendre en fait de la luminosité de notre soleil. Si je suis trop proche, il fait trop chaud, il ne va pas y avoir d'eau liquide. Si je suis trop lointain, en fait, ça va être que glacé, je ne vais pas avoir d'eau liquide. Ça, c'était vrai si on parle de vie à la surface de la planète. Imaginons qu'on ne soit pas en surface. On a des satellites, comme par exemple Encelade. On sait que c'est une planète glacée, mais on sait aussi que cette planète qui est chauffée en particulier par les forces de gravitation, en fait, il y a un océan liquide. Et on sait aussi qu'il y a des geysers. La sonde Cassini a pu analyser en fait les composés qui étaient contenus dans ces geysers, et on s'est rendu compte qu'il y avait des composés organiques, carbone, de l'azote, des molécules en fait qui pourraient être des bases du vivant. Question,
où est-ce qu'on va trouver l'énergie, puisqu'on a parlé de photosynthèse, là, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de photosynthèse. Mais en fait, c'est que dans la production d'énergie, il n'y a pas simplement la photosynthèse pour créer de l'énergie, il y a aussi ce qu'on appelle la chémosynthèse, c'est-à-dire à partir de réactions chimiques. Et là, les géologues en fait, expliquent, en fait, il y a un noyau qui est rocheux, on a de l'eau, et on a toutes les conditions pour former de l'énergie, un peu comme on l'a dans les fumeurs des grands fonds marins. Donc en fait, sur Encelade, on a une source d'énergie et on a des composés organiques. Éventuellement, c'est un lieu qui est un bon candidat pour avoir une vie sous-glaciaire dans un océan. Alors, elle ne sera peut-être pas aussi évoluée que la nôtre, il ne faut pas imaginer des dauphins et des méduses, mais peut-être des bactéries, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà un indice. Et puis après, il y a aussi des faits qui sont troublants. On a eu des retours d'échantillons de matière météoritique qu'on a analysés. C'est l'astéroïde Bennu qui a été étudié. On a retrouvé comme molécules les bases qui constituent l'ARN et l'ADN. Donc il y a 5 bases, A, T, G, C et U. Elles sont déjà présentes dans le milieu interplanétaire. Ça veut dire qu'une des théories, ce serait que la vie sur Terre viendrait des astéroïdes ? Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que une telle théorie est plausible, c'est qu'en fait, les planètes ne sont pas isolées les unes des autres. Il y a des échanges de matière entre les planètes. Et il y en avait énormément dans le passé parce que le système solaire n'était pas autant structuré. Il y avait beaucoup plus d'astéroïdes, de collisions avec des astéroïdes. Donc ça fait ces collisions vont faire qu'il va y avoir des morceaux de planètes qui vont être arrachés. Donc il y avait des échanges de matière entre les différentes planètes. On a retrouvé des morceaux de Terre sur la Lune. On trouve sur Terre des morceaux de Lune, des morceaux de Mars aussi. Et donc il y a des échanges de matière. Et donc une des hypothèses, ça a été de se dire, en fait, si la vie est apparue quelque part et a commencé à se développer, elle a pu en fait se disséminer dans différents sites et se développer en fonction des conditions propices ou non. Et en particulier sur Mars, parce que Mars aujourd'hui est une planète qui est une planète entre guillemets morte, mais dans le passé, en fait, elle était, il y avait de l'eau et il y aurait pu avoir l'émergence d'une vie. Et c'est pour ça que c'est aussi un site pour rechercher des traces de vie passée. Donc ça, c'est la première chose. Et pendant longtemps, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. 1995, on a la preuve de l'existence des exoplanètes. Aujourd'hui, on en découvre quasiment quotidiennement. 7487 découvertes au moment où on enregistre. C'est ça, voilà, exactement. Et au moment où vous allez voir l'émission, il y en aura plus. Donc parmi ces planètes, quelles sont les planètes qui sont de type ce qu'on appelle tellurique ou rocheuse, des planètes qui ont un sol, comme Mars ou la Terre? Quelles sont celles qui sont des planètes géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne? Et parmi ces planètes rocheuses, est-ce qu'il y en a qui ont à peu près la taille, la gravitation de la Terre, qui seraient dans une zone habitable de leur étoile? Et éventuellement, est-ce qu'on est capable d'avoir des idées sur la composition de leur atmosphère? Et ce n'est pas de voir de la vie, c'est déjà de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc certains types de molécules en fait, qui seraient le signalement d'un métabolisme à la surface de cette planète, en supposant que ça fonctionne comme notre vivant. C'est réaliste, ça, d'étudier des exoplanètes donc, qui sont extrêmement loin. Déjà qu'on a du mal à aller vérifier sur Encelade ce qui se passe sous la surface d'Encelade. En fait, on pourrait caricaturer en disant que toute vie pollue. C'est-à-dire que on produit du CO2 et il y a plein d'éléments qu'on met dans l'atmosphère qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas de vie. Et donc, quand on a une planète qui passe devant son étoile, la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère de cette planète. Et aujourd'hui, on a des techniques qui peuvent nous faire en fait, décomposer cette lumière et faire ce qu'on appelle de la spectrographie et de dire voilà les composés moléculaires et chimiques qui se trouvent à l'intérieur de cette atmosphère. Et ensuite, on fait un saut, on dit il y en a certains, peut-être il y a du CO2 ou il y a de l'eau. Et donc, on va ensuite se convaincre que ce sont des traces qui signalent l'existence d'une forme de vie, et encore, comme je disais tout à l'heure, une vie comme on la connaît sur Terre. Donc, c'est très incertain, mais c'est déjà de se dire quelle est la diversité en fait, chimique qu'il pourrait y avoir dans les atmosphères de ces planètes. Et éventuellement, ensuite, on pourrait même faire des expériences comme Urey et Miller l'ont fait sur Terre. Et dans les premières expériences dans les années 50, de savoir si on peut comprendre l'origine de la vie sur Terre, on imagine quelle est la Terre primordiale en termes de composition chimique. On sait que l'activité était beaucoup plus grande du Soleil, donc on met ça dans des ballons, on met des électrodes, on envoie de l'électricité. Et on se dit, est-ce qu'il y a des composés organiques qui apparaissent? Si oui, lesquels? Et on pourrait faire la même chose si on commence à avoir une idée de l'environnement
de l'environnement physique de cette planète, de son type d'étoile et de la matière qui est dans l'atmosphère, et puis est-ce qu'il y a des océans, est-ce qu'il n'y a pas d'océans, on se dit, est-ce que c'est propice à l'apparition d'une forme de vie? Alors tout ça est très incertain, parce que ces expériences, elles sont assez controversées, tout le monde n'est pas d'accord sur la validité de ces expériences, mais elles montrent qu'on peut se poser la question. Et donc, on peut espérer qu'avec les progrès de la science et des techniques, on arrive à avoir une prise expérimentale sur la façon dont tout ça peut partir et d'éventuellement dire, voilà un site propice pour avoir de la vie. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans une sorte de cartographie des cibles possibles. Encelade est une cible simple parce qu'on peut aller sur Encelade, on peut se poser, on peut creuser la glace et puis reprendre des échantillons. Une exoplanète, ça va être compliqué. Parce que c'est pas 6 mois de voyage, c'est pas un an, on est sur des décennies, voire des siècles. Donc, comment est-ce qu'on fait? Pour prendre le problème un peu à l'envers, imaginez-vous sur une planète autour de Proxima du Centaure, notre plus proche voisine, regarder vers le système solaire et pointer. Est-ce qu'on est capable de détecter la Terre? Est-ce qu'on est capable d'analyser l'atmosphère de la Terre? Est-ce qu'on est capable de trouver des traces dans l'atmosphère de la Terre qui montrent qu'il y a une vie à la surface? C'est pas du tout évident. Et c'est là où quelqu'un comme Jean-Pierre Vébrine, qui est spécialiste de la question, dit il y a beaucoup trop de contingences. Si on prend tous ces éléments les uns après les autres qui ont abouti à la formation de la Terre, à la stabilité, la présence, quel est le rôle de la présence de la Lune, bref, tout un tas de choses qui font que même si on prend des milliards et des milliards de mondes, on n'arrivera pas à atteindre. Voilà. C'est son opinion, il y en a plein d'autres dans le milieu. Vous en avez une, vous avez... Non, parce que chaque fois que je me pose la question, je trouve que les deux lignes d'arguments se tiennent et on peut les défendre. Et en s'opposant ces arguments, en fait, on progresse. Donc c'est l'importance du débat. Et en science, à chaque fois qu'on a eu des débats en fait, très importants comme ça, c'est ça qui a fait progresser la science. Si tout le monde est d'accord, on est tous d'accord. Les scientifiques, ils aiment que ça marche parce qu'on a quelque chose à raconter, c'est établi, mais on aime que ça marche avec des petites discordances ou avec des questions qui restent des questions ouvertes et qu'on ait des avis différents. Et là, c'est normal d'être en désaccord parce que ce n'est pas la science établie, c'est la science en train de se faire. Moi, j'aime bien ça, en fait, ce côté très communautaire. Ce n'est pas « j'arrive, j'ai raison ». On parle là beaucoup des recherches d'autres formes de vie que la nôtre. Si on revient sur les origines de notre forme de vie. Qu'est-ce qu'on sait de nos origines à nous? On a parlé de la théorie de la panspermie avec les météorites. Est-ce qu'il y a d'autres théories concurrentes pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre? Donc avec cette expérience de Miller et Urey, donc il y avait cette idée qu'il y avait suffisamment de composés, de l'ammoniac, du méthane, de l'hydrogène, de l'oxygène, dans l'atmosphère terrestre, et qu'en effet, dans cette Terre primordiale, avec cette atmosphère primordiale, et l'énergie, donc tous des éclairs, il y aurait une chimie qui se soit mise en place, et qu'à partir de ça, le vivant aurait commencé à émerger. Donc ça, c'est aussi une théorie. Là, il y a beaucoup de critiques parce qu'on dit, mais en fait, on ne contrôle pas bien les conditions de cette atmosphère primitive. Donc, qu'est-ce qu'on en sait exactement? Et là, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, il se pose cette question de savoir quels sont les composés organiques qui existaient dans l'univers. Et en fait, on sait que si on regarde les acides aminés, qui sont les bases, en fait, un peu les bases du vivant, il y en a énormément qui ont été détectés dans le milieu interplanétaire. Donc ça, c'est aussi important. Ces molécules préexistent dans des environnements interstellaires et interplanétaires. Ça veut dire que au début de la formation du système solaire, où il y a un grand bombardement d'astéroïdes, de comètes, en fait, ce matériel-là a pu tomber sur Terre. Et la question, c'est comment est-ce qu'il s'organise? Et ça, la question reste complètement ouverte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire, est-ce qu'on peut dater la date des premières vies pour avoir, en fait, une idée du temps qu'il nous faut? On a dit 13,8 milliards d'années pour l'univers, donc ça, c'est le temps pour former les planètes, les galaxies, les étoiles. Et puis, la Terre se forme, 4,56 milliards d'années. Voilà le temps, mais on sait qu'au début, la Terre, elle n'a rien à voir avec la Terre d'aujourd'hui. Il n'y a pas de croûte solide, il fait trop chaud, donc il faut qu'elle se refroidisse. Et puis, donc alors là, il faut faire parler les géologues, mais ils vous trouvent des petites structures comme les stromatolites qui vous disent, ça, c'est la preuve qu'il y avait déjà des colonies d'organismes vivants à la surface de la Terre. Et on essaye de cerner le moment auquel c'est apparu. Déjà, cette information-là est importante. Et ensuite, voilà, ça va passer par des expériences et peut-être de la chance aussi, parce que dans cette histoire-là,
on cherche dans un espace de possible qui est très très grand. Je pense que sur la théorie de la panspermie, la première théorie, c'était vraiment l'idée que la vie était arrivée telle qu'elle, plus ou moins. C'est pas vraiment la théorie qui tient la corde aujourd'hui. La théorie C'est-à-dire carrément sous forme de molécules. Bah, Oui, ça- ça, bon, on va dire que personne n'y croit très clairement. En revanche, c'est vrai que l'astrophysique a montré qu'il y avait une chimie beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait dans l'espace et qu'on forme beaucoup plus de molécules que ce dont on a besoin pour faire la vie. C'est-à-dire qu'on ne forme pas simplement les acides aminés de la vie, on forme aussi tout un tas d'acides aminés qu'on ne connaît pas sur Terre. Donc l'idée que tout ça est arrivé sur Terre, toute cette voilà, une grande variété chimique est arrivée vraisemblablement de l'espace, c'est le plus plausible aujourd'hui. La question est de savoir pourquoi on ne sélectionne qu'une partie de cette chimie-là. C'est-à-dire que pourquoi il y a une clarité à gauche pour les acides aminés, à droite pour les sucres, alors que dans l'espace on retrouve indifféremment l'un ou l'autre, il n'y a pas de raison particulière. Et quel est ce petit basculement qu'est-ce qu'on définit comme étant la vie, mais on va dire, si on définit la vie à minima comme étant une autoréplication de molécules complexes, à quel moment se passe ce petit basculement de molécules qui se répliquent identiques à elles-mêmes et comment ça évolue? Est-ce qu'il y a une forme de darwinisme en moléculaire? C'est une théorie que j'aime beaucoup, qui est soutenue par un autre chercheur français, qui est à la recherche de ça en laboratoire, d'essayer de voir si on arrive à faire émerger en laboratoire une forme d'évolution des molécules aléatoires qui aboutit naturellement à l'apparition de molécules qui se répliquent. Et ça, ce serait un indice très fort pour dire que la vie est quelque chose qui doit se produire assez naturellement pour peu qu'on ait un environnement favorable. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez de l'eau liquide, partout vous aurez des éléments à foison, des acides aminés, etc., qui tomberont dessus parce que c'est très commun, finalement. Et que si on met tout ça dans de l'eau à la bonne température, assez naturellement, il y a une forme de darwinisme qui va faire évoluer quelque chose qui s'autoréplique. Après, est-ce qu'il aura nécessairement exactement la forme de l'ARN et de l'ADN? Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Je pense que personne ne doute trop que ce sera sur du carbone, que ce sera avec de l'eau liquide, parce que voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui font que voilà, l'eau, c'est un solvant magnifique qui permet des tas de réactions. On n'imagine pas que ça se passe vraiment ailleurs, parce que sinon, c'est pas impossible, mais ça paraît... Oui. C'est le rasoir d'Occam, quoi. C'est plus difficile de faire de la chimie des solides à faible température, ça réagit moins bien, etc. Donc c'est possible parce que ça se passe dans l'espace. Mais on est toujours à la recherche de finalement, quand on sait que la vie est apparue il y a très longtemps, on a des traces il y a 3,5 milliards d'années. La question est de savoir, voilà, ce petit... et puis est-ce qu'il y en a eu un seul? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs fois cette petite étincelle et qu'à un moment, une fois elle a prise? Est-ce que c'est un phénomène émergent ou est-ce que c'est une propriété fondamentale de l'univers? On dit, parce que c'est ça aussi, on sait expliquer la diversité de la matière, le fait qu'on ait des carbones, les autres, mais en fait, au départ, dans notre modèle cosmologique, il faut mettre de la matière initialement. Cette matière, elle n'est pas apparue juste comme ça, on ne crée rien à partir de... quelque chose à partir de rien. On suppose qu'il y a de la matière. Et ensuite, on voit des choses émerger. Mais dans ces problèmes d'émergence, il y a toujours des ruptures ontologiques. C'est-à-dire, avant d'avoir un organisme vivant, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est casser des molécules, dire « Ah, c'est composé d'eux, c'est composé d'eux ». C'est très difficile d'aller dans l'autre sens, de voir comment une structure émerge. Si je vous donne un ordinateur, vous ne savez pas quoi faire, vous le cassez en petits morceaux, dire « Ah, il y a des puces, il y a des machins, des trucs ». Et si je vous donne l'ensemble de pièces détachées, allez faire un ordinateur, dire « Oh, on peut faire émerger un ordinateur de ce tas de composantes ». C'est quelque chose d'un peu difficile. Mais d'un autre côté, une fois que vous avez l'ordinateur, il a émergé et en fait, se pose plus la question de savoir en fait quel est son... Il y a une transition, il y a un basculement. Et c'est ça qui est difficile en science, parce que c'est ce qu'on appelle les scénarios d'origine. Et penser quelque chose de nouveau avec les mots et les concepts qui préexistent est toujours très difficile, parce que il y a un moment, il y a des cellules qui existent. Une cellule, ce n'est pas simplement un tas de molécules, et les molécules, ce n'est pas simplement un tas d'atomes, il y a quelque chose en plus. Et en particulier, il y a ce concept d'information qui va être dans le génome, qui se reproduit et ainsi de suite, qui est recopié. Est-ce que l'information, elle existe déjà dans l'univers primordial alors qu'il n'y a pas de support pour l'information? Donc c'est ça aussi qui nous emmène très très loin et qui nous pose beaucoup de questions en fait, fondamentales. En fait. Qu'est-ce qu'on met là dans ce petit point qui explosait tout à l'heure et quelle théorie physique? Parce que voilà, si on pousse un tout petit peu plus loin, on décrit l'évolution de l'univers avec des lois physiques qui sont écrites dans cet univers par des êtres humains. Clairement, l'univers n'a pas pu être créé, parce que si l'univers apparaît ex nihilo de rien,
il n'y a rien où écrire ces lois physiques quelque part pour lui dire comment il doit se créer. Et s'il n'y a pas de lois et qu'elles sont créées avec l'univers, comment ça se passe? Donc en fait, on tombe dans une sorte d'aporie complètement infinie. En fait, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que ces questions, pour moi, elles sont plutôt des questions métaphysiques. Et après, temporairement, localement, on peut voir des choses d'émergence et relier. Et l'émergence de la complexité, à mon avis, c'est la grande question de l'astrophysique et même de la physique en général et de la science des décennies à venir. Parce qu'on avait l'infiniment grand, l'infiniment petit qui commence à être bien. On a des problèmes des relations entre les deux, mais il y a cette émergence de la complexité. Qu'est-ce qui est premier, la matière ou l'information? Et bien en fait, on ne sait pas aujourd'hui. Donc je pense qu'on est aussi à un moment où les choses pourraient basculer d'un point de vue théorique. Tout ça, c'est des questions ouvertes qui sont Après, fascinantes. ce qu'on sait, c'est qu'une fois que c'est parti, c'est difficile de... C'est difficile à arrêter, apparemment. Arrêter, quoi. Et même, voilà, ça grouille partout, quoi. La vie, c'est quand même un truc... Voilà. Jean-Philippe Uzan, je rappelle la sortie de votre livre Une histoire populaire de l'univers, c'est chez Flammarion. Et nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Planétarium du Figaro.